Bonjour tout le monde. Bon, on reprend la lecture. Ça fait pas mal de temps qu'on avait arrêté. Je vous conseille, si vous avez oublié ce qui s'est passé avant, de regarder un peu les vidéos. Je suis désolé pour vous. Excusez-moi, vous n'avez pas pu reprendre les vidéos pendant un certain temps. Voilà, au moins là, je reprends. Donc, on en était au chapitre 15. Alors, à la fin du chapitre précédent, euh, Tenelka et Lubaka avaient réussi à s'enfuir après que, comment dire, qu'un ancien spion de sa sortie ait failli les capturer avec Zassen et Zena au milieu de la jungle. Ce pilote de sa sortie s'était écrasé pendant l'attaque de la planète de l'étoile noire 20 ans auparavant. Et donc, on en était là avec donc Zassen Ezena qui a été prisonnier du pilote de sa sortie, alors que Tenelka et Louis avaient réussi à s'enfuir. Tenelka était perdu dans la jungle et Louis était arrivé à l'Académie de Jedi mais avait perdu son droïde traducteur. Bref, situation pas géniale. Situation pas géniale. Bon, allez, donc on reprend ce chapitre 15. On a lu les deux tiers du roman. Ça devrait aller vite. Je vais essayer de lire un ou deux chapitres, peut-être même plus, j'espère. On va voir. De toute façon, je déciderai quand je m'arrêterai. Parce que là, il se passe une chose quand même. Je n'ai pas pris à boire, je n'y ai pas pensé. Là, je viens, alors que je vous le dis, je viens de me rendre compte. Bon, allez, on reprend. Après être tombé de la ceinture de Lowy, DTM mit plusieurs secondes à étalonner ses senseurs. Il avait rebondi d'une branche à l'autre, jusqu'à atterrir dans un enchevêtrement de lianes suspendues à quelques mètres du sol. Maître Lobaka, revenez hurla-t-il en portant ses circuits vocaux à leur volume sonore maximal. Ne me laissez pas ici. Oh mon Dieu, je savais que c'était une mauvaise idée. Il régla ses senseurs optiques pour mieux y voir dans la pénombre. Il était entouré de bosquets presque inaccessibles, même pour quelqu'un d'aussi grand qu'un Wookie. À l'aide! Au secours! Brailla-t-il sans la moindre dignité. Il décida qu'il serait plus efficace de répéter ses appels toutes les 45 secondes, le temps nécessaire pour qu'une personne à portée de voix l'entende et vienne à son secours. Incapable de bouger, DTM estima qu'il se trouvait à une vingtaine de mètres de hauteur. Il espéra que le vent ne se déchaînerait pas, le délosant de sa position précaire. Le sol de la jungle était joncé de roses volcaniques sur lesquelles son boîtier risquait de se casser. Si ces circuits s'éparpillaient par terre, personne n'arriverait jamais à le remonter correctement. Rien que d'y penser, il en frétillait d'horreur. 45 secondes s'étant écoulées, il appela de nouveau. Il poursuivit son manège pendant 1 h et 11 minutes, avec l'espoir de plus en plus ténu d'attirer l'attention de quelqu'un. Quand ses vœux furent exaucés, il regretta de ne pas avoir cassé ses circuits vocaux en tombant. Un groupe de houlamandres se déplaçait sous la voûte feuillue, faisant craquer les branches sur leur passage. Ces créatures poilues, très agiles, étaient dotées d'un sens de l'équilibre exceptionnel. Pour l'heure, elles semblaient faire un concours de cris et de hurlements. Et malgré le vacarme, l'une d'elles réussit à entendre DTM. Le druide ne possédait pas beaucoup de données sur la faune de Yavin 4. Il savait simplement que les houlamandres étaient curieuses et sociables. Celles qu'il avait entendues ne mirent pas longtemps à repérer son boîtier brillant parmi les lianes. Elles se précipitèrent toutes ensemble vers lui. Oh non, gémit DTM. Pas vous. S'il vous plaît, appelez quelqu'un d'autre. Les houlamandres s'approchèrent, leur fourrure violette hérissée, une expression à la fois méfiante et ravie sur la gueule. Allez vivre-vous-en. Bouh s'écria DTM. Les houlamandres poussèrent un long cri de victoire pour célébrer leur découverte. Un gros mâle arracha le druide miniature à son nid de liane. Reposez-moi, ordonna DTM. J'exige que vous me lassiez maintenant immédiatement. Le mâle le lança à sa compagne, qui entreprit de le secouer et essaya d'introduire ses doigts dans les trous brillants. C'est mon œil, protesta DTM,
ôtez vos pattes de là. Ah non, maintenant vous me tenez à l'envers. La femelle l'agita en tous sens pour voir s'il produirait d'autres sons amusants. Elle saisit une grosse branche, le posa devant elle et s'apprêta à abattre sur lui ce gourdin improvisé, comme pour faire éclater un fruit. DTM déclencha ses alarmes et les poussa au volume maximal. La femelle lassa son bâton pour porter les mains à ses oreilles. Un des plus jeunes du groupe en profita pour lui subtiliser le droïde. Il s'éloigna en bondissant dans les arbres, brandissant son trophée bien haut, au-dessus de sa tête. DTM recommença à appeler au secours. Les autres Oulamandes se lancèrent à la poursuite du kidnappeur. DTM était en proie à une telle panique que ses circuits menaçaient de lasser. Il n'eut pas d'autre choix que de se mettre en veille pour ne pas voir ce qui allait lui arriver. Plus tard dans la nuit, il s'activa de nouveau et s'aperçut qu'il n'y voyait plus rien. Ses senseurs optiques étaient obstrués par une épaisse fourrure. Il détecta un léger mouvement, puis une respiration. Le jeune Roulamandre s'agita dans son sommeil, ce qui permit au droïde de faire le point. Il était dans la fourche d'un arbre, serré contre la poitrine de son ravisseur. Autour d'eux, les autres créatures reposaient paisiblement, avec des ronflements plus ou moins sonores. DTM résista à l'envie d'appeler de nouveau à l'aide. Une seule chose le rassérénait. Quoi qu'il lui arrive le lendemain, ça pourrait être difficilement pire qu'aujourd'hui. Chapitre 16. Ouais, le chapitre était court. Le soleil se leva très vite dans le ciel de Yavin, réchauffant l'air humide de sa 4e lune. Partout, les animaux sortirent de leur sommeil et partirent en chasse. La jungle s'éveilla. Jacen et Zena avaient mal dormi, les mains toujours liées dans le dos. Ils regrettaient amèrement de ne pas avoir insisté sur la précision de leur pouvoir. Avec un peu d'entraînement, ils auraient sans doute pu défaire les lianes avec la force. Dès que la lumière fut suffisante pour travailler dans de bonnes conditions, Quarl sortit de sa hutte et secoua les jumeaux. Il leur fit boire quelques gorgées d'eau fraîche puisée dans le torrent, puis utilisa un long couteau de pierre pour trancher leurs liens. Jacen fit poser ses doigts et massa ses poignets endoloris. Le pilote pointa son blaster sur lui et fit signe de se mettre en marche. « On retourne au chasseur, dit-il. Vous avez du pain sur la planche. » Quarl sur les talons, les jumeaux se frayèrent un chemin jusqu'à la clairière où attendait le vaisseau. Les rayons du soleil se reflétaient sur la carlingue. Jacen sentit son estomac se nouer en apercevant les trous laissés par le blaster. Dire que leur ravisseur avait visé Louis et Tenelka. « Je sais que vous aviez presque fini, annonça Quarl. Ça faisait plusieurs jours que je vous observais. Je veux que le chasseur soit en état pour repartir avant ce soir. » Zena cligna des yeux. « Impossible, protesta-t-elle, surtout si nous ne sommes que 2. Ce vaisseau n'a pas volé depuis 20 ans. Il faut réviser le système d'induction. » Au premier coup d'œil, Jacen vit qu'elle mentait. « Les cyberfusibles sont hors service et le système d'aération est engorgé de débris. » Quarl leva son blaster et répéta d'une voix monocorde. « Ce soir. Je veux qu'il soit en état de partir ce soir. »« Par mon blaster, murmura Jacen. Je ne crois pas que tu réussiras à le convaincre. Dis-moi que je peux faire pour t'aider. » Zaina soupira. « Va chercher la boîte à outils sur laquelle tu as trébuché hier et trouve une clé hydraulique. Je vais terminer l'étalonnage des moteurs. » Quarl s'assit sur un rocher couvert de lichen et balaya les insectes de sa main valide. Puis il attendit, immobile, comme un droïde sentinelle. Le visage dénué d'émotion, dénué d'expression. Jacen fit de son mieux pour les ignorer, lui et son blaster. Attirés par la sueur, des moustiques et d'autres insectes se rassemblèrent autour des jumeaux et commencèrent à les harceler. Pendant qu'elle farfouillait dans le compartiment à moteur de sa sortie, Jacen faisait passer à sa sœur les outils et les pièces dont elle avait besoin. Le jeune garçon sentait la colère et la frustration grandissante de Zena.
Sa jumelle cherchait un plan, et elle ne trouvait rien. Bien sûr, elle aurait pu saboter le vaisseau, mais Quarles s'en apercevrait immédiatement et il n'aurait pas de mal à se venger. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Si seulement ils n'avaient pas mis en place l'unité hyperdrive que leur père avait donnée à Jaina. À présent, Zassen regrettait le travail accompli sur le chasseur au cours des dernières semaines. Pour la première fois de sa vie, il aurait aimé que sa sœur soit moins douée avec les machines. Il passa une main sur son front couvert de sueur. Son estomac gargouillait. Il se tourna vers le pilote, toujours assis sur son rossé, son arme pointée sur eux. Ça devenait fatigant. Quarles, dit-il en faisant exprès d'employer le véritable nom de leur ravisseur, pourrions-nous avoir un peu à boire et à manger? Nous travaillerons mieux le ventre plein. Quarles haussa la tête et fit mine de se lever. Puis il hésita, se fisa et se laissa retomber sur le rossé. Quand vous aurez terminé. Pardon? Mais il y en a pour toute la journée, protesta Sassen. Alors vous aurez faim et soif jusqu'à la fin de la journée, répondit le pilote impatient. Je vous signale que vous perdez du temps à discuter avec moi. Zassen comprit que leur ravisseur s'inquiétait à propos de Lowy et de Tenelka. Si un de leurs amis avait pu rejoindre le temple, il ramènerait bientôt de l'aide. Hélas, la jungle était remplie de pièges, et il n'y avait guère de sens pour que ça se produise. Zaina finit de régler le régulateur de température. Elle actionna une manette. Un long filet de vapeur refroidit d'un tuyau, déposant des flocons de givre sur le métal. La jeune fille recula et passa une main couverte de graisse sur sa joue. Quarles, demanda-t-elle d'un air détaché, qui allez-vous voir à votre retour? J'irai faire mon rapport. Et ensuite, vous rentrerez chez vous? Vous avez une famille? L'Empire est ma famille, répondit l'homme comme un automate. Vous en avez peut-être une autre? Une qui vous aime, insista Jaina. Quarles hésita un moment, puis il agita son blaster d'un air menaçant. Retournez au travail. La jeune fille soupira et fit signe à son frère de l'aider. Viens ici. Pour le dernier paquet de substimétal, il faut bousser les éraflures de la carlingue. Elle désigna du menton les 3 trous au bord calciné laissés la veille par le blaster de Quarles. Avec un marteau, elle redonna au métal sa forme initiale. Pendant ce temps, Zassen fouilla dans la boîte à outils jusqu'à ce qu'il trouve le paquet de colle animé. Cette substance très spéciale s'étendait d'elle-même sur les surfaces endommagées, puis se lissait et durcissait en quelques minutes. La réparation était souvent plus robuste que le matériau d'origine. Le jeune garçon appliqua un peu de substimétal sur le premier trou de la carlingue et le regarda recouvrir la partie calcinée. Il passa ensuite au deuxième trou. La troisième et dernière éraflure était située sur la soute, près du cockpit de verre acier. Zassen se hissa au sommet du vaisseau, déposa du substimétal à l'endroit approprié et attendit qu'il agisse. Sentant une présence non loin de lui, il baissa les yeux vers l'ouverture entrebâillée de la soute et aperçut un scintillement. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il se baissa, plongea le bras dans la soute et tâtonna à l'intérieur. « Descends de là !» s'exclama Quarles. « Reviens où je peux te voir !» Haletant, Zassen se laissa tomber par terre, les mains bien en vue. Zaina s'approcha de lui et sursauta. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu pris à l'intérieur ?» Zassen grimaça distraitement. « Quelque chose qui va nous sauver. Trêve de bavardage, aboya Quarles. Dépêchez-vous. » Nous faisons de notre mieux, répliqua Zaina. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Si tu as besoin d'encouragement, je peux tuer ton frère. Il ne te sert pas à grand-chose de toute façon. Tu iras peut-être plus vite seul. Les jumeaux lui lancèrent un regard indigné. Quarles, vous n'oseriez pas faire ça, protesta Zaina. J'ai été formé par l'Empire, répondit le pilote. Je ferai le nécessaire. Zassen déglutit. Il savait que leur ravisseur ne mentait pas. On vous croit, dit-il précipitamment. Avec un soupir et une moue dégoûtée, Zaina jeta la clé hydraulique et s'essuya les mains sur sa combinaison de vol. Aucune importance, dit-elle sèchement. J'ai fini. Votre chasseur est en état de voler. Chapitre 17. Et je pense que ce sera le dernier.
Mine de rien, on a encore pas mal avancé. Sous la lueur des torses de l'académie de Zedai, Lubaka poussait des grognements et agitait les bras pour souligner l'urgence de la situation. Il ignorait comment se faire comprendre des autres, mais il devait absolument les prévenir de la présence de sa sortie et ramener de l'aide à ses amis. Tion et les étudiants commençaient à s'énerver. Aucun d'eux ne saisissait le langage du Wookiee. Lubaka, qu'as-tu fait de ton droïde traducteur demanda Tion. Louis se tapota la hanche en poussant un gémissement. Jamais il n'aurait cru l'absence de DTM que l'absence de DTM puisse le contrarier à ce point. Où sont Zassen, Zena et Tanelka? Est-ce qu'ils vont bien? Lubaka grogna, fit un geste en direction de la jungle. Vous avez eu un accident, c'est ça? Sont-ils blessés? Ses yeux couleur de perle agrandis par l'inquiétude, ses cheveux argentés flottant autour de sa tête, comme s'ils étaient vivants, Tion prit le bras poilu du Zenwookie. Quand elle sentait des balades de Zedai aux étudiants, sa voix était plus douce et plus riche que du miel. À présent, ses mots étaient aussi coupants que du verre, et résonnaient avec la puissance que donne la force. Lubaka chercha un moyen de lui expliquer, mais sa frustration grandissante ne lui facilitait pas le travail. Il ne connaissait aucun mot que la jeune femme puisse comprendre. Il pouvait bien l'entraîner vers la jungle, mais comment lui décrire sa sortie accidentée, le pilote impérial et la capture des humeaux? Les jeunes chevaliers Jedi avaient entretenu un mystère total autour de leur projet. Zena voulait faire une surprise aux autres étudiants en apparaissant aux commandes de sa sœur retapée. Maintenant, le secret se retournait contre eux. Personne ne pouvait deviner ce qui s'était passé. De plus, il ignorait ce qu'était devenue Tenelka. S'était-elle fait tuer ou avait-elle réussi à s'échapper? Était-elle perdue dans la jungle poursuivie par des prédateurs? Louis poussa un gémissement de détresse. Incapable de se retenir, il débita toute l'histoire au Wookiee. Tion et les étudiants se regardèrent. Aucun d'eux ne comprenait le moindre de ces grognements. Finalement, Lubaka n'y tint plus. Il donna un bon coup de poing sur le mur le plus proche pour se soulager, puis bouscula les gens massés autour de lui et se précipita à l'intérieur du temple. Que fais-tu, Lubaka? Cria Tion derrière lui. Le jeune Wookiee ne s'arrêta pas pour lui répondre. Malgré sa fatigue, aucun étudiant ne put le rattraper. Ses longues jambes musclées voulurent bien le porter jusqu'à l'ancienne salle du conseil que Luke Skywalker maintenait en état pour garder un contact avec le reste de la Nouvelle République. Louis savait que son oncle Chewbacca se trouvait encore dans le système de Yavin, près de la géante gazeuse où Lando Calrissian avait installé sa mine. Il pouvait entrer en contact avec le Faucon Millennium. Il lui expliquerait tout directement. Chewbacca trouverait une solution. Avec un soupir de soulagement, le jeune Wookiee se laissa tomber sur une chaise face à une console. La station contenait les seules choses qu'il semblait familières dans l'académie, des ordinateurs et de l'équipement électronique. Heureusement qu'il savait s'en servir. Il alluma la console et pianota dessus avec une farouche détermination. Lorsque Tion et les autres étudiants le rejoignirent, il avait déjà établi la communication avec le vaisseau de Han Solo et de son oncle. Tion comprit immédiatement ce qu'il essayait de faire. « Excellente idée, Lubaka !» dit-elle en se campant à côté du jeune Wookiee. Un Han Solo à l'air endormi venait d'apparaître à l'écran. « Ici Solo. Qui appelle? Luke? C'est l'Académie de Jedi ?» Lubaka aboya dans le micro, espérant que le père des humeaux le comprendrait. Mais Tion l'interrompit d'un geste de la main et prit la parole à sa place. « Général Solo, il est arrivé quelque chose ici. Les humeaux et Tenelka ont disparu. Lubaka essaie de nous dire ce qui se passe, mais personne ne le comprend. Il semble qu'il ait perdu son droïde traducteur. » Avec un grognement surpris, Chewbacca s'empara du micro. Louis lui expliqua tout aussi vite qu'il le put. Son oncle poussa un rugissement indigné. « Du calme, vieux frère, l'interrompit Yann. J'ai à peu près compris, mais certains détails m'échappent encore. Les humeaux ont trouvé un sortie et le pilote les a pris en otage ?» Les deux Wookiees approuvèrent vigoureusement. « Compris. Accroche-toi si oui. Nous allons décoller d'ici quelques secondes. De toute façon, nous avons fini ce que nous avions à faire. » Yavin 4, nous arriverons dans 2 heures. Vers le milieu de votre matinée, je suppose.
Tenez-vous prêts à nous aider. Louis Subaka acquiescèrent bruyamment. Tion jeta un coup d'œil intrigué aux Wookie. Un impérial ici, avec son chasseur. Vite, nous devons nous préparer à une attaque. Laissant derrière lui un sillage blanc lumineux, le faucon Millennium fendait l'atmosphère d'un bleu profond en direction de l'ancien temple Massassi. Louis se tenait au bord de la piste d'atterrissage, excité à l'idée de revoir son oncle. Il agita ses bras poilus pour saluer le vaisseau. La chaude lumière du matin devenait plus éclatante à chaque minute. Les 2 heures qu'il avait fallu au faucon Millennium pour quitter la géante gazeuse et rejoindre sa 4e lune avaient été les plus longues de la vie du jeune Wookie. Il recula dans l'ombre du temple quand le grand vaisseau se posa dans le sifflement de ses répulseurs. Son train d'atterrissage s'immobilisa et sa rampe d'accès descendit à terre comme une langue qui sortait d'une bouche. Subaka baissa la tête pour ne pas se cogner et se précipita vers son neveu, qui vint à sa rencontre en boitillant. Yann Solo suivait son copilote de près, le blaster déjà dégainé. Prêt à aller sauver les gamins? Allons-y! Tion et plusieurs étudiants sortirent du temple pour saluer les nouveaux venus. Yann regarda autour de lui. Où est Luc? Pas encore rentré? Non. Nous devrons nous débrouiller seuls, répondit Tion. Pas de problème. Lando nous a donné quelques armes supplémentaires et nos canons sont chargés à bloc. Louis, tu peux nous montrer où on les retient prisonniers? Le jeune Wookie haussa la tête. Tion, vous restez ici avec les autres pour défendre l'académie. S'il y a d'autres assortis dans le coin, c'est ici qu'ils rappliqueront. L'Empire n'aime pas trop l'idée que la Nouvelle République prépare une autre génération de Jedi. Nous nous en occupons, Général Solo, acquiesça Tion. Allons chercher vos enfants. Très bien. Alors, Louis, qu'est-ce qu'on attend? Fin du chapitre 17 et je m'arrête là. Parce que bon, mine de rien, comme je vous ai dit, c'est pas à boire et ça fait soif. Et puis bon, il est tard, je commence à fatiguer. On se reverra plus tard. Et je ne mettrai pas autant de temps pour la procès. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'ai publiée sur YouTube, je vais enseigner et les publier rapidement cette fois-ci. J'ai hâte de terminer. Et si possible, je demanderai à Momo de terminer aussi Vector Prime. Comme ça, vous aurez aussi Vector Prime. Comme ça, vous aurez 2 sagas qui servent plus ou moins à présenter la génération et qui font office d'épisodes, un peu de nouvelles trilogies. Et d'ailleurs, il faudrait aussi que je vous fasse dans ce cas-là la croisade noire de Jedi Fu, la saga de Grand Amiral Throne, elle est super connue. Voilà. Bon, on verra ça plus tard. Je m'avance pas trop parce que bon, en m'avançant, je me retrouve à pas faire de vidéo pendant 3 mois et voilà. Bon, allez, salut, bye bye, bye bye.